Les grandes gueules sur RMC, les GG en direct sur RMC, RMC Story, Joël Dagosseri, Marianne Soubré, Anas Kazim. Les grandes gueules qui vous attendent tous les jours d'ailleurs, en direct dans ce studio 06 60 61 00 60 pour venir passer ces 3 heures d'émission, en passant par la société WeClap pour qu'on prenne rendez-vous et qu'ensuite vous vous retrouviez. Tiens, par exemple demain avec Jacques Maillot, Jérôme Marty, Maxime Liédo, et nous serons avec la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson sera avec nous demain. Voilà, vous avez déjà le programme, ceux qui seront autour de ce plateau, autour de cette table. En attendant, parlons du produit fabriqué en France, le Made in France. C'est tendance. Est-ce que vous avez changé vos comportements? Est-ce que vous regardez et vous achetez du Made in France? Est-ce que ça vaut le coup, le Made in France? 3216 rmc.fr, hashtag GGRMC, à vous de jouer. Pour un produit qui va durer dans le temps, c'est un calcul à faire. Par exemple, si j'achète un jean à 120 €, je le garderai plus longtemps et il sera mieux fait, il sera plus agréable à porter. Donc je préfère moi-même acheter comme ça. Si on estime qu'il y a la qualité, tant pis si on met un petit peu plus cher. Oui, c'est plus cher, mais c'est de meilleure qualité, c'est plus durable et ça pollue moins. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. 8, 9, 10, 11 novembre, le salon du Made in France qui est tout à côté d'ici, à la porte de Versailles. Salon qui fait le plein d'ailleurs. Le public est friand pour voir quels sont les produits et fabriqués en France. On peut y croiser Arnaud Montebourg, 100% Made in France, Arnaud Montebourg. Salut. Et qui propose du miel français. Ouais, Made in Ruche. On voit bien que ce salon est un salon aussi politique, puisqu'il s'agit de défendre les produits français, le patriotisme économique. C'est un salon engagé. Alors, est-ce qu'on est prêt à acheter que des produits français? Un jean à 120 €, certes, très cher, mais français. Est-ce que c'est mieux d'acheter français? Est-ce que finalement on s'en sort? Alors effectivement, c'est peut-être plus cher, mais de meilleure qualité. C'est l'argument, premier argument avancé. Est-ce que c'est un argument suffisant? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêt à acheter? Qui regarde les étiquettes? Français? Voilà, qui regarde les étiquettes se dit moi, j'achète du Made in France. Ou tout du moins, j'essaye d'acheter du Made in France. Joël Dagosseri. Moi, je regarde les étiquettes, d'autant plus que je produis du Made in France. Ah oui. Et donc, vas-y, qu'est-ce que tu produis? Je fais fabriquer mes tenues, les tenues que je vends en France. Complètement. Et donc c'est vrai que, enfin, du côté, je vais pas parler du côté de la consommatrice, mais plutôt de la personne qui produit. Du coup, effectivement, c'est un coût. C'est un coût qui se répercute sur le consommateur, bien sûr. Et oui, ça coûte plus cher de faire du Made in France. Pourquoi? Alors, il y a la qualité, bien sûr. Je trouve que la qualité, en tout cas moi, dans le prêt-à-porter, elle est excellente. Et en plus, il y a aussi les coûts, qui sont inhérents aux charges de base sociale, voilà. Et oui, ça coûte plus cher. Et du coup, je pense pas que, en tant que consommateur, du coup, tout le monde puisse se permettre le Made in France. C'est vrai qu'on en fait un argument patriotique, mais c'est aussi c'est un vrai. Ça veut dire acheter moins, mais mieux aussi le fait en France. Mais oui, c'est ce qu'on te dit. Oui, bien sûr, moins, mais mieux. Mais je crois pas que ce soit pour toutes les bourses. Toutes les bourses ne peuvent pas se permettre du Made in France. Et je voudrais pas. C'est vrai qu'on accuse les personnes qui ne peuvent pas s'acheter du Made in France d'être anti-patriotes, puisque le Made in France c'est devenu un achat patriotique, ouais. Tu serais donc anti-patriote si tu n'achètes pas du Made in France. Mais quelquefois, je pense que ton porte-monnaie ne te permet pas d'acheter du Made in France. Et donc, il ne faut pas que ce soit un argument culpabilisant, mais plutôt un argument encourageant. Mais voilà, j'ai un peu peur d'arguments culpabilisants. Donc, toi, tu fabriques, puisque je rappelle qu'à côté de ça, effectivement, tu es entrepreneuse. De ces robes, elles sont belles, ces robes, elles sont magnifiques. Et tu fabriques des robes, donc toi, tu te fais fort de fabriquer français. C'est un choix. Alors que, même si tu sais que c'est plus cher. Mais en tant que consommatrice, toi, tu arbitres en fonction du coût. Exactement. Alors déjà, c'est très anecdotique, mais je comprends toujours pas pourquoi on parle du salon du Made in France. Hein, franchement, enfin, on serait au Québec, ils ne seraient même pas posé la question, ils auraient dit salon du fabriqué au Québec. Et là, c'est vrai que c'est paradoxal. Oui, d'accord, c'est anecdotique, mais c'est bizarre quand même. Enfin, moi, je dis comme ça, je trouve ça assez bizarre. Mais après, il y a deux solutions. Soit ce qui est fabriqué en France est au même prix que ce qui est fabriqué ailleurs, et là, évidemment, je vais aller vers ce qui est fabriqué en France. Mais si c'est pas au même prix, il faut que je sois certaine
que j'aurai une qualité supérieure. Et le problème, c'est que je ne suis pas toujours certaine que j'ai une qualité supérieure. Par exemple, hier, je regardais un reportage où c'était une ville en Chine où le gars disait, c'était un Chinois, et il disait, nous les Chinois, on ne sait pas très bien inventer des choses, par contre, on sait bien copier et corriger tous les défauts c'est le roi de la contrefaçon, de ce que font les autres. Oui, mais et donc, si tu veux, on se retrouve aujourd'hui avec les Chinois qui finalement sont parfois plus performants pour fabriquer des choses de meilleure qualité parce qu'ils vont corriger les défauts de ce que nous, on a fabriqué. Donc, moi, évidemment, j'irai vers ce qui est fabriqué en France aussi pour des raisons de normes sociales, parce que je sais qu'en France, ça ne va pas être fabriqué par des enfants, je sais que ça ne va pas être fabriqué par des gens qui sont surexploités. Mais parfois, et Joël a absolument raison, quand c'est trop cher, quand la différence de prix est trop importante, malheureusement, j'irai vers l'autre produit. Anas. Moi, comme dirait Coluche, qui m'attendent pas, je vais être en retard. Je vais pas y aller. Alors, enfin, c'est. Pourquoi tu vas pas y aller? Parce que déjà, il y a Arnaud Montebourg. C'est le patriotisme économique. Ils utilisent les tendances politiques en fait pour pouvoir commercialiser de manière différente. Maintenant, même les pâtes à pizza, ils mettent du bleu, blanc, rouge. Les œufs, ils mettent du bleu, blanc, rouge, aussi. sans gluten, sans truc, qui préserve la nature, qui machin. Les serviettes hygiéniques. Ils arrivent à en faire du féminisme. Ils ont compris en fait les tendances de lutte qu'il y a aujourd'hui, ce dont les gens discutent aujourd'hui, et puis ils arrivent à racoler. Moi, j'explique aussi une chose, c'est qu'il faut savoir que lorsque vous avez un produit qui est estampillé Made in France, il n'est pas spécialement fabriqué et produit en France. Il a été, si l'étiquetage, si l'emballage a été fait en France, ça leur suffit pour dire qu'il est Made in France. Donc c'est du grand charlatanisme. Ils se servent de ça pour pouvoir mettre de l'argent supplémentaire, d'accord, plutôt que d'essayer de faire croire. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est les premiers, demain, lorsqu'ils vendront leurs produits à l'extérieur, d'être tout sauf patriotes. Alors là, ils vont dire le miel, si je pouvais concurrencer le miel allemand, américain ou autre, pour me faire du pognon, donc c'est-à-dire que le patriotisme économique, ça marche dans un sens. C'est faire renforcer l'économie des entreprises françaises au national, dans l'Hexagone, et puis à l'extérieur, c'est d'être compétitif, etc. Parce qu'il y a une guerre commerciale aussi aujourd'hui, et chacun essaie de se tirer la bourre. Maintenant, il faut voir que les prix sont exorbitants. Il faut voir qu'ils utilisent aussi le Made in France pour pouvoir augmenter. Parce que tu vois, par exemple, les plateaux d'œufs. Là, c'est les briques pour nos petits agriculteurs. Les petits agriculteurs, les gens qui travaillent, t'as qu'à leur augmenter leur salaire, t'as qu'à leur payer le juste prix plutôt que de venir écrire bleu, blanc, rouge. Mais Anna, si on t'écoute, il n'y a aucune conscience, en fait. Il y a zéro conscience, c'est que du marketing. Oui, il y a du marketing, mais il y a aussi de la politique. Tu vois Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan et Arnaud Montebourg. Mais du côté des fabricants de produits, il y a aussi peut-être une conscience. Enfin, moi, je le fais par conscience. J'avais le choix. Et dans le prêt-à-porter, je t'assure qu'on m'a proposé la Macédoine, la Chine, le Portugal. On m'a tout proposé et on m'a fait des prix qui défient toute concurrence. C'est aussi un choix. Et c'est parce que toi qui te bats pour l'emploi, justement, c'est un choix de pouvoir dire non, je fais fabriquer ici parce que j'essaye d'abord ici. Si vraiment je vois que je me casse la gueule et ça va pas, d'accord, je serai obligée, mais je préfère d'abord commencer par mon pays. Et il y a rien de mal à ça. T'as l'impression qu'il y a aucune conscience derrière ça, non. Il y a de la conscience. Il y a pas que du marketing et de l'emballage. Moi déjà, je le dis, je le répète, moi je suis contre les questions de patriotisme, d'accord. C'est-à-dire que ce qui est au-delà des frontières, c'est pas du patriotisme. Ça fait travailler. C'est du soutien de l'économie. C'est du soutien de l'économie, pardon. Dans les autres pays, enfin moi. T'es pour la mondialisation finalement alors. Moi je suis internationaliste. La mondialisation c'est un terme du capitalisme. Moi je suis pas pour la mondialisation, c'est pas pareil. L'internationalisme, c'est-à-dire de revendiquer que le travailleur espagnol, le travailleur polonais ou le sénégalais, il devrait avoir les mêmes droits que le travailleur français. Moi je suis pas pour qu'ici ça soit on gagne tous 10 000 euros et que derrière dans des autres pays ils puissent se faire exploiter, parce qu'il y a aussi des entreprises. Total, un salarié français, Total, il va en France, il va le payer et il va régler les choses en fonction des normes françaises, d'accord, ce qui a été obtenu, des acquis sociaux, lui donner tant de congés, lui donner tant de minimum salarial. Par contre, Total, qui est une entreprise française, lorsqu'elle va employer quelqu'un au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, elle ne va pas se dire moi je suis une entreprise française, je viens avec mon Made in France et je vais venir aussi avec mes améliorations salariales. On profite des travailleurs à l'extérieur, donc c'est pour ça que je suis contre dans le Made in France, il y a aussi une dimension écologique. Pardon.
Oui, mais ça compte. Mais ça compte, ça aussi. Non, mais le bilan carbone est particulier, Joël, parce que donc toi, tu ne vendras pas tes produits à l'étranger. Tu fais des produits qui sont totalement différents. Non, mais je pourrais les vendre à l'étranger. Ah bon, donc là, ça sera écolo. Mais c'est une question d'une réduction. Attends, c'est pas carbone zéro. C'est une question de réduction. Comment tu fais pour le réduire? J'ai l'impression que ça marche que dans un sens. On est content aussi de nos produits français se vendre à l'étranger. Bien sûr, tout à fait, bien sûr. Mais comment tu fais pour réduire au maximum? Tu essaies de réduire au maximum. C'est une question de réduction et pas de coût zéro. La question, c'est surtout qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on ne produit pas. C'est-à-dire que quand tu regardes, c'est quoi le Made in France aujourd'hui? On ne produit pas l'habillement. Majoritairement, l'habillement, c'est fait à l'étranger. L'électronique, n'en parlons pas. Tous nos smartphones, etc., c'est fait essentiellement à l'étranger. Donc, on a aussi perdu des parts de marché, non pas forcément en raison du coût, mais aussi parce que on a été mauvais. Parce qu'on n'a pas su. Alors, on a un fabricant de jeans français, c'est Thomas Uriès qui est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous faites du jean made in France. Quelle marque? Et du côté de la Drôme, alors, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai créé il y a 6 ans une marque qui s'appelle 1083. 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ça va de Menton au sud-est à Port-Spoders, à sud-est au nord de Brest. Et donc notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de chez vous. D'accord. Et comment avez-vous fait pour avoir la production de jeans? Parce que pour le textile, pour les vêtements, c'est pas simple. Ici, en France, à Romans-sur-Isère, alors? En fait, j'ai remarqué que quand on allait dans des magasins, que l'on regardait des jeans de grandes marques américaines ou des jeans de fast fashion dans des enseignes pas chères, type Zara, H&M, et ben en fait, quand on regarde les étiquettes, les vêtements sont fabriqués dans les mêmes pays. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, ces deux jeans-là, pas chers et vendus à 100 €, et ben en fait, ils doivent être fabriqués au même coût, à peu près 10 €. Et je me suis aperçu que dans la mode, et ben beaucoup de marques se gavaient en termes de distribution et de marketing, dépensaient beaucoup d'argent là-dedans, qui augmentait beaucoup le prix du produit. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas copier le modèle économique en circuit court des enseignes de fast fashion pour avoir une distribution beaucoup moins chère et du coup permettre de rendre le Made in France compétitif. Et c'est grâce à ça que nos jeans ils sont entre 89 et 109 €, alors qu'ils sont filés, teints, tissés. Excusez-moi, jeans Levi's, ça coûte pas moins cher. Excusez-moi, mais pour Levi's, effectivement, vous êtes à peu près sur les mêmes prix, mais par rapport à Zara, vous êtes, vous explosez tous les plafonds, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je vois ma gamine qui a 17 ans, elle adore des jeans, elle en a des dizaines, elle les achète à 30 € chez Zara et les vôtres. Mais au lieu d'en avoir 10 à 30 €, elle peut en avoir un à 120 qui change de modèle comme ça. Oui, mais qui tiendra mieux. Non, elle change de modèle. Allez-y Thomas, pardon. Allez-y. Si je peux me permettre. Je vous en prie. Effectivement, c'est assez saisissant de voir qu'il y a des jeans beaucoup moins chers. Mais si on regarde le budget moyen que consacrent les Français à la mode, il n'a pas bougé. Par contre, le prix moyen des vêtements que l'on achète a beaucoup baissé. Oui. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on achète trop de la merde, en quelque sorte, Exactement. et que du coup, on aurait intérêt à consommer moins mais mieux. Un seul jean. Et c'est pas un problème d'argent, parce qu'en fait, le budget annuel que les Français dépensent dans la mode n'a pas bougé. C'est juste qu'on achète. Je suis pas d'accord. Moi, à la limite, j'entends ce que vous dites. Moi, avoir un jean, à la limite, et si je suis sûre que c'est de la bonne qualité, je veux bien les mettre les 100 € dans votre jean. C'est pas le problème. Mais ma gamine, elle veut changer, et donc elle préfère en avoir 3. Tu l'élèves un peu différemment, ta gamine. Elle préfère en avoir 3 à 30 €. Mais non, mais attention. Donc elle achète français maintenant. Je peux poser une question à Thomas. Allez-y. Question pour vous, Thomas. Thomas est sur le principe du kilométrage, parce que du coup, pour la personne de Narbonne, est-ce que c'est pas plus intéressant pour elle d'acheter un jean à Barcelone, qui est plus près que bah oui, parce qu'il y a 1083 km, mais celui qui est frontalier à Strasbourg, est-ce que c'est pas plus intéressant pour lui d'acheter en Allemagne, parce que cet argument-là, moi Thomas, j'entends sur quoi vous avez misé même le nom de votre marque, mais en réalité, en fonction d'où on se trouve en France, c'est plus intéressant aussi d'acheter à l'étranger. On fait en fonction du porte-monnaie, Thomas. C'est vrai si dans l'offre du marché des jeans qu'on peut trouver en France, il y avait vraiment des jeans espagnols, allemands, italiens, français. Malheureusement, 99,9% des jeans que l'on trouve dans les commerces sont même pas fabriqués en Espagne ou en Allemagne, ils sont fabriqués en Asie. Ouais. Donc le propos de 1083, c'est pas d'être contre les Espagnols ou les Allemands, c'est juste de promouvoir la proximité. Et même nous, à l'international, j'entendais parler tout à l'heure d'export, on trouve tous dommage d'acheter en France des jeans chinois. Franchement, l'export, c'est-à-dire de vendre des jeans français en Chine, c'est pas plus intéressant dans l'autre sens, c'est pas plus intelligent. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que
On veut développer des filières locales. 1083, c'est un symbole, c'est pour expliquer la puissance de la proximité en termes d'économie locale. Et du coup, demain, si on peut vendre des jeans 1083 en Allemagne, on aimerait bien que ce soit fabriqué en Allemagne. Mais alors, Thomas, parce que vous dites, nous, tout ce qui concerne marketing et autres, on a réduit la voilure, parce que c'est ça aussi qui coûte cher et qu'on retrouve dans le prix. Mais vous avez des boutiques en dur. Comment vous faites, vous, aujourd'hui, alors, pour vendre votre marque ? On est distribué pour moitié sur Internet, sur 1083.fr. Et ensuite, on a 5 boutiques en propre qui s'appellent 1083, qui sont à Nantes, Lyon, Grenoble, Romans et Paris. D'accord. Et on a une centaine de revendeurs. Donc en fait, on nous trouve partout en France, dans des boutiques, des jeaneries, des concept stores made in France, des concept stores éthiques, des magasins multimarques. À chaque fois, on privilégie par contre des magasins de centre-ville pour ne pas participer à la désertification de nos centres-villes au profit des centres commerciaux de périphérie. Donc la relocalisation, c'est la production en France et c'est aussi la distribution en centre-ville. Et vous avez créé des emplois ? 150 emplois créés en 6 ans seulement. Sur ces 150 emplois, il y a 70 emplois directs qui sont dans notre filature, dans notre tissage des Vosges et dans notre atelier de confection à Romans. Et notre rêve, c'est de dépasser les 1083 créations d'emplois d'ici 5-6 ans, grâce à l'achat de toujours plus de jeans 1083. Eh ben, écoutez, on vous le souhaite, on vous souhaite cette réussite. Merci Thomas d'avoir été avec nous. Dans un instant, la parole à Étienne qui veut lui aussi nous apporter son expérience. Le Made in France, le produit fabriqué en France, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous achetez? 3216 rmc.fr pour en parler avec les grandes gueules. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Les GG sur RMC, RMC Story, Marianne Soubré, Anas Kazib, Joël Dagosseri. On parle du produit en France, puisque c'est le salon Made in France ici à Paris, porte de Versailles. Tous les exposants qui tiennent à fabriquer en France, à la rencontre des Français, des consommateurs, pour leur dire il est temps d'arrêter le Made in China ou Made in Indonesia ou Made in India pour passer au Made in France, parce que c'est aussi, il y a de la qualité et c'est la sauvegarde des emplois. Et on va en parler avec Étienne qui nous appelle du Nord. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. C'est le Nord avec Étienne. Bonjour. Bonjour. Une imitation sans précédent. Étienne, alors le Made in France, le produit en France, c'est bon, ça marche, ça vaut le coup ou pas? Alors moi je le défends au quotidien, c'est bon, ça marche et ça vaut le coup. Donc juste pour vous expliquer, moi je suis la troisième génération d'une entreprise démarrée en 78 par mon grand-père. On fabrique des absorbeurs d'humidité. Et si vous voulez, c'est typiquement un produit pas cher, lourd à transporter. Donc aujourd'hui, nous on gagne beaucoup d'appels d'offres face à la Chine notamment parce que on est fabricant. C'est-à-dire qu'on peut, on est beaucoup plus réactif finalement que de faire venir un container maritime depuis l'autre côté du monde, quoi. Et au niveau du prix? Alors au niveau du prix, comme je vends essentiellement en grande distribution, c'est pas cher. Voilà. Donc si vous regardez les premiers prix dans les magasins de bricolage ou alimentaires, si vous voyez fabriqué en France, c'est fait dans le Nord, par une PME qui a 41 ans, 52 salariés, quoi. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, on arrive à se battre. Alors, je parle pas du textile dans lequel j'ai travaillé il y a quelques années, mais sur des produits comme ça, qui nécessitent un peu de main-d'œuvre et surtout un énorme décalage entre le poids et le prix, vous êtes beaucoup plus rentable à travailler en France. Marianne Soubré. Oui, dites-moi, tout à l'heure justement, on avait ce fabricant de jeans, et c'est vrai que dans la Drôme, il y a toujours eu le fil, le tissu, de même qu'à Roubaix, il y en avait beaucoup, mais on a vu toutes ces entreprises fermées. Vous n'avez pas un peu le sentiment que vous êtes un peu les derniers, alors vous n'êtes pas dans le tissu, mais vous n'avez pas quand même le sentiment d'être les derniers petits Gaulois dans votre village, irréductibles Gaulois, et que finalement, vous allez vous faire manger par la mondialisation? Alors, si, et c'est une fierté. Et après, Vous mourrez les armes à la main, quoi, en fait. Il est en pleine forme. Non, pas du tout. Mais si vous voulez, moi, j'ai travaillé pour le boulot, j'ai vécu en Suisse et je travaille beaucoup avec les Allemands. Et les Allemands, ils rigolaient en me disant, mais tu te rends pas compte, nous, quand on achète, pourquoi on achète Mercedes, BM, etc., nos voitures? C'est pas parce qu'elles sont meilleures que les vôtres. C'est qu'au sortir de la guerre, on s'est rendu compte d'une chose. On devait tellement d'argent à tout le monde que si on ne se concentrait pas sur nous-mêmes, si on ne faisait pas travailler notre voisin, on était perdus.
Voilà le discours qui me tenait. Et je pense qu'ils ont complètement raison. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai 52 salariés qui sont essentiellement dans le Nord, dans un coin où il y a les problèmes de chômage, etc. J'ai pas 52 salariés, je dis toujours j'ai 52 familles. Ouais. Parce que derrière, c'est de l'emploi. Derrière, c'est des gens qui peuvent acheter d'autres produits. C'est des gens qui vont faire tourner du commerce. C'est des gens qui vont pouvoir payer des loyers, qui vont pouvoir partir en vacances. C'est ça le travail. Et si vous voulez, moi, quand je fais du fabricant en France, aujourd'hui, je réimporte. J'essaie de faire revenir. Alors, ça me coûte très cher, mais j'ai quand même quelques moules d'injection qui sont en Asie. J'essaie de les faire revenir en France. Ça me coûte très cher. Du coup, je ne suis pas une société... Qu'est-ce qui coûte très cher, en fait, en France? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Quels sont les freins au Made in France, en fait? Pourquoi, finalement, on n'arrive pas à produire tout type de produits en France? Si vous voulez, il faut déjà un bon équilibre entre la robotique, on va dire, et la main-d'œuvre. Moi, mon grand-père et mon père avant ont mis une petite dose, si vous voulez, d'automatisation. Ils n'ont pas voulu passer au tout automatique. Ils ont gardé de l'humain parce que l'humain, ça reste quand même ce qu'il y a de plus flexible. On avait tenté des machines qui faisaient tout, une machine qui fait tout, elle fait rien. Donc voilà. Et après, le frein aussi qu'on a nous énorme aujourd'hui, c'est la grande distribution avec qui on travaille énormément et qui a beaucoup de mal à accepter les hausses. Et nous demande systématiquement des baisses. Parce que tout augmente. Parce qu'il y a les clients derrière. Voilà. Si vous voulez, il faut trouver le prix le plus accessible, comme on disait tout à l'heure, pour le client. C'est-à-dire que le client, il va arbitrer en fonction de ce qu'il a à la fin du mois, ce qu'il a dans son portefeuille. Il est aussi contradictoire parce que le client français, il va au salon Made in France et il dit c'est formidable, mais en même temps, il a aussi un pouvoir d'achat. Il faut qu'il gère aussi un budget. Étienne. Non, je suis d'accord avec vous. Mais si vous voulez, moi, typiquement. On milite depuis des années pour que le fabriqué en France soit mis en très gros sur les packagings de la grande distribution. Pour eux, c'est très compliqué. Et notamment, une des raisons, c'est qu'ils vendent à l'étranger les mêmes packagings. C'est-à-dire que c'est des packagings multilangues. Et là, ils n'ont pas du tout envie qu'en Allemagne, qu'en Belgique, je sais pas, moi, je vends dans le monde entier. On est dans 38 pays. On vend notamment, je vends en Chine, etc. Ils n'ont pas du tout envie qu'il y ait marqué Made in France dessus. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais le frein principal, clairement, c'est le coût de la main-d'œuvre. Oui, c'est le coût du salarié, quoi, en fait. C'est ça. C'est le coût du travail. Voilà. Monsieur Anas, le coût du travail. C'est ce que dit Étienne, c'est le coût de la main-d'œuvre. C'est le coût du patronat aussi, parce que ceux qui en tirent la plus belle part, c'est les patrons. Après, je sais pas, et moi, j'entends qu'il a 52 personnes membres de sa famille. J'espère qu'ils sont tous payés au même prix dans la même famille. Allez-y, Étienne. Je vais vous dire une chose, je peux pas vous entendre dire ça parce que là, vous allez me parler des grosses entreprises. Je vous assure qu'une PME de 52 salariés, le patron, déjà, jusqu'à il n'y a pas 30 ans, c'était pas le mieux payé de la boîte. Clairement, nous, on redistribue tout. Pourquoi je peux continuer à avoir des salariés qui ont envie de bosser chez moi? C'est parce que mon résultat, je le divise et je le distribue. Et il y a une part qui est à part égale entre tous les salariés. Si on ne fait pas ce genre de choses, je suis d'accord avec vous, les patrons, j'en ai quelques-uns qui roulent en Porsche, etc. Nous, aujourd'hui, j'ai imposé les véhicules français et moi, ma voiture de tous les jours, c'est une Peugeot Ion. C'est une toute petite bagnole. Donc, le patronat qui se prend, qui se gave, etc., ça existe. Mais c'est pas du tout la norme. Étienne, moi je veux bien entendre votre sincérité sur le fait que vous avez une entreprise à taille humaine, etc. Cependant, vous êtes une minorité dans la question de la redistribution financière. Il faut savoir, ne serait-ce que sur l'année 2018, c'est un rapport du Crédit Suisse, il y a plus 1,3 million de millionnaires en plus sur la planète. D'accord, 90% des richesses sont détenues parmi les 10% de la population, et parmi ces 10% de la population, 1% de ces personnes-là détiennent 47% des richesses produites dans le monde. Donc moi, j'entends ce que vous dites, Étienne. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas parlé de ceux d'en haut, vous avez parlé des salaires. Le problème, c'est que si on répartissait, si ne serait-ce qu'on prenait la fraude fiscale, il faut savoir, par exemple, si on récupère avec Étienne. Non, mais parce que Étienne, il a parlé des salaires et il parle de sa vie. Vous voyez jamais de rapport que quand ça vous votre rapport à vous. Mais alors là, quand tu dis une vérité, il n'y a jamais de rapport avec rien. C'est pas le sujet. Salaud de salarié. C'est pas le sujet. Pourquoi vous voulez Mais il n'a pas dit salarié, il dit pas salaud de salarié. Mais il a dit à cause du coût du salaire. Mais c'est pas le salarié qui est responsable. C'est notre modèle. Non, ce n'est pas notre modèle. Ce n'est pas notre modèle qui est responsable. D'accord. Allez-y, notre modèle qui est responsable. Étienne, allez-y. Parce que juste un truc. Parce que Étienne, il a dit un truc d'intéressant au début. Il a dit que ça fait. Non, mais je lui rends grâce depuis tout à l'heure. Je dis que ce qu'il dit, je peux être d'accord avec le problème. Il n'est pas les petits commerçants, les gens qui essaient de se débrouiller
débrouiller, de faire vivre des gens autour d'eux, mais ceux d'en haut. Mais il a dit quoi? Il a dit ça fait consommer. Enfin, quand les gens, tu augmentes des salaires. Qu'est-ce qu'on dit depuis le début là, avec les gilets jaunes, avec les histoires de pouvoir d'achat, la marge qui ont été augmentées? Et ben à chaque fois, on est en train de dire chouette, le pouvoir d'achat, la consommation, etc. Le PIB est en train d'augmenter. Le problème, il est que à un moment donné, les salaires n'augmentent pas, que la vie, enfin, on ne fait pas en sorte que les gens gagnent mieux. Non, mais s'il vous plaît, juste une chose. Vous savez comment on fait pour augmenter les salaires? On met les gens au travail. Il est là le problème. Vous pouvez pas, à partir du moment, entre un chômeur et quelqu'un qui va travailler, celui qui va travailler va gagner plus. Il va donc pouvoir dépenser plus. C'est pas une question d'aide derrière, c'est une question de travail. Vous pensez que les chômeurs, ils vont au chômage tout seuls? Mais vous non, pensez mais que non, c'est pas ce qu'il dit. C'est ce que j'ai compris. Mais non, mais tu comprends pas en fait. C'est toi qui comprends peut-être rien. Non, attendez. Non, mais il y a une chose, c'est que quand vous achetez un produit, moi je dis toujours ça à ceux qui veulent bien l'entendre autour de moi, mais quand vous achetez un produit via des sites asiatiques, chinois pour pas cher, etc., c'est des sous qui partent là-bas qui ne reviendront jamais. Quand vous achetez un produit fabriqué en France, c'est votre voisin qui bosse. C'est juste ça. Si on le conçoit de manière relativement simple comme ça, je vous assure que ça fonctionne. Oui, mais Étienne, je vous envoie un t-shirt DGG. Merci Tiens, donnez la marque de votre produit, mon cher Étienne. Alors, moi, je fabrique quasiment toutes les marques distributeurs. Sinon, c'est la marque Seco, S-E-K-O. Seco-humidité.com, vous trouvez tous les produits, voilà, et plein de produits innovants. Pour votre maison, et tous les mobil-homes, voitures et autres. Voilà. Merci Étienne d'avoir défendu le produit en France. Sur la production chinoise, parce que ça, je trouve que c'est un peu malhonnête, parce qu'on voudrait croire qu'on revient sur le Made in France. C'est qu'il y a un certain nombre d'acquis sociaux, on le voit par exemple avec ce qui se passe à Hong Kong aujourd'hui, où le prolétariat chinois aussi a réclamé des choses avec l'émergence. C'est pour ça que la Chine, elle est passée de 14%, c'est pour ça que la Chine, elle est passée d'une croissance à 14 points, et aujourd'hui, elle est autour de 2-3 points, parce qu'à un moment donné, il y a des acquis, et donc pour le patronat, ça devient de moins en moins rentable. T'inquiète pas que si on prenait le coût de production d'il y a 15 ans, les gens ils continueraient à produire. On reconnaît que le capitalisme a permis à des millions, à des centaines de millions de Chinois de sortir de la pauvreté. Par exemple, sur le Chinois qui se sont sortis de la pauvreté. Sur la confection, par exemple, dans le prêt-à-porter, ils sont partis ailleurs. Effectivement, les normes chinoises augmentent. Enfin, en tout cas, les salariés chinois ont obtenu de plus en plus de choses. Donc, aujourd'hui, ils se retrouvent en Éthiopie. Voilà, et ça cherche. Mais il y a un moment. Ça va revenir un jour. Voilà, l'armée de réserve dont parlait Marx. Peut-être qu'il y a un moment, ton rêve va se réaliser, puisqu'à force de tourner, tout le monde va arriver à une croissance avec des salariés, des salaires qui vont augmenter et qui pourront de moins en moins profiter. Donc, un peu d'espoir. Merci Étienne d'avoir été avec nous. Messieurs, Brunet Neumann, s'il vous plaît. Alors ça, c'est du Made in France. Ça, c'est du 100% bleu, blanc, rouge, les Brunet Neumann. Salut tout le monde. Les bébés brunes, allez-y. Alors, on va parler aujourd'hui de l'autre 11 novembre. Et l'autre 11 novembre, c'est cette fête, cette célébration qui est très importante des célibataires. Parce que c'est la journée international du célibat, le 11, et oui. Personne ne savait, là. Ça vous concerne pas, messieurs. Ah bah, ça peut arriver. Au lieu de parler du 11 novembre, on a envie de parler de ça. C'est étonnant de mettre ça à la une. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on s'étend, on dit partout, on dit être célibataire, c'est dur sur le plan social, etc. Moi, j'ai la conviction, bien évidemment, sur le plan social, c'est une réalité intangible pour tout le monde. Mais j'ai la conviction quand même qu'être célibataire en 2019, c'est plutôt mieux qu'avant. C'est plutôt même pas mal du tout. C'est une expérience qu'il faudrait tenter. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça cogite, là. Non, moi, si j'avais pas rencontré ma femme, je serais célibataire. Ça t'intéresse pas. Ça s'appelle un truisme. Pas mal. Vous réfléchissez un peu au truc. Est-ce que vous pouvez réfléchir à cette grande phrase? S'il n'était pas en couple à deux, il serait seul. Vous imaginez? Réfléchissez bien à cette phrase. Il y a des mecs qui pourraient pas être seuls. Bon, moi, je vous dis qu'à deux, c'est mieux. Voilà, c'est mieux pour tout, pour l'amour, le sexe, les impôts, le prêt, le logement. C'est mieux à deux. Voilà, c'est mon avis. 32-16 pour réagir avec Brunet et Neumann. Sylvie Graziani est d'accord. À tout de suite pour les grandes gueules. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.